Bonjour. Manège des Savoirs International reçoit aujourd'hui M. Jacques Godefranc, ancien ministre français de la coopération. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît, je dirais, très peu, peut-être, et certainement en Afrique. Alors, avant de parler éventuellement de votre activité présente, mais comment vous avez, monsieur le ministre, rencontré l'Afrique? Enfant, jeune adolescent, mon père était inspecteur des écoles vétérinaires et il pensait que ce serait utile à l'Afrique qu'il y ait une école vétérinaire interétatique avec 11 États africains qui se regroupent pour en créer une qui soit la leur. On est en quelle année là, monsieur le ministre? Ah, on est en quelle année? Attendez, on est dans les années 60, au début des années 60. Et là, cette école existe aujourd'hui, marche fort bien, c'est l'école de Dakar. Voilà. L'école de Dakar, qui forme uniquement des vétérinaires. Des vétérinaires, oui, de ces 11 pays africains, et qui même reçoit des étudiants français qui vont faire leurs études de vétérinaire à Dakar, comme ils le feraient à Toulouse, à Nantes, à Lyon ou à Paris. C'est le même enseignement, monsieur le ministre, c'est-à-dire vétérinaire, et il peut aussi être vétérinaire en France ou dans le monde, c'est le même enseignement, ou bien c'est spécifiquement pour les pays tropicaux? C'est le même enseignement. Alors effectivement, il y a des spécialités en 4e année ou en 5e année sur les maladies tropicales. Mais enfin, c'est le même enseignement. Alors donc, c'est vos parents, et puis vous-même, évidemment. Oui, alors... Ben, vous savez ce que c'est, quand on entend parler tous les jours de la création d'une future école vétérinaire à Dakar, bon, à force on a envie d'y aller. Oui. Et puis le sort dans la vie, ça compte beaucoup. Je rentre à l'UTA, une compagnie aérienne française, que tous les Africains connaissent. Oui, UTA, Air Afrique. Enfin, Air Afrique va venir par la suite. Oh non, UTA Air Afrique se complète. Oui, la transformation se fait tout à fait ils travaillent naturellement. ensemble. Et donc, je suis appelé à venir souvent en Afrique, à rencontrer les Africains. Nous étions une compagnie qui transportait l'élite africaine, souvent. Quel lien, monsieur le ministre, avec la coopération? On va en parler avec votre métier. Vous avez joué, en clair, est-ce que vous avez joué un rôle dans cette compagnie? Ah oui, j'ai eu plusieurs fonctions. J'ai dirigé en adjoint les relations extérieures, puis surtout... UTA. UTA. Et surtout, j'ai imaginé de nouvelles lignes, ce qui a été fait sur Bahreïn, Mascate dans le Golfe, Malte en Méditerranée, Nouméa à Tokyo. Et puis en Afrique, j'étais un des premiers à aller défricher une ligne sur Luanda, en Angola. En Angola, oui. Et c'était toujours c'est une coopération France, ah oui, toujours. France-Afrique. Toujours, oui. Même il y avait des pilotes qui étaient à Air Afrique, qui étaient africains. Et vous êtes de quelle formation? Avant d'arriver dans le cursus d'activité, de collaboration, et puis une grande carrière politique par la suite. Je vous rassure, je ne suis pas énarque. Non, ça ne me ferait pas, monsieur le ministre. J'ai fait des études de sciences économiques et de sciences politiques à Toulouse, que j'ai terminé à Paris par la suite. Voilà. C'est simplement un petit éclairage pour ceux qui vous découvrent. On est en train de faire gentiment votre portrait, et aussi vous êtes un grand ami de l'Afrique. Ah oui, je me considère
comme un grand ami l'Afrique, parce qu'elle me le rend bien. Parce que les liens d'amitié, c'est dans les deux sens. Et je peux vous dire qu'en Afrique, j'ai des quantités d'amis dans beaucoup de pays. Alors, je ne suis pas sur le devant de la scène, parce que je ne m'y mets pas. Parce que je préfère les relations profondes, intimes même, fraternelles, avec l'Afrique, plutôt que le clinquant et les feux d'artifice. Dans le sillage donc, de la... Oui, du général de Gaulle d'ailleurs. Oui, oui. Certains disent, affirment que vous êtes véritablement, alors là, pas le fan, la personnalité qui est, mais pratiquement imprégnée dans la culture du général de Gaulle. Et on a vu cet après-midi la Fondation Charles de Gaulle en votre compagnie et à votre invitation. Alors, vos parents d'abord, et puis vous ensuite, vous rencontrez le général de Gaulle dans quelles conditions? Je suis très jeune et pas encore dans la vie courante, mais moi j'ai rencontré de Gaulle à 15 ans, en 1958. En 58. 58, il faut imaginer la situation dans laquelle se trouvait la France. C'était la fin de la 4e République. Les finances publiques n'étaient pas tenues. Imaginez que les fonctionnaires français n'ont pas été payés pendant 2 mois. Qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait plus d'argent? Il n'y avait plus d'argent, il y avait une sorte de banqueroute. Mais oui, dû au fait que le pays est pauvre. Enfin. Le pays dépense plus qu'il ne gagne. Ça continue peut-être aujourd'hui. Ah, ça, je ne prononcerai pas. Mais c'est comme une famille, un pays. Hein. Il ne faut pas dépenser plus que l'on a. Le Premier ministre, enfin le président du Conseil de l'époque, Félix Gaillard, va à Washington, comme on dit, pour faire la manche. La police est dans la rue, manifeste avec des banderoles, je veux dire. Et puis il y a la guerre d'Algérie, qui est quelque chose de très compliqué, voilà. Et la France est à plat. Et puis tout d'un coup, à l'occasion des événements d'Alger, la France se dit, et si on faisait appel pour s'en sortir, au général de Gaulle, ils en ont sorti une fois, et peut-être qu'il pourrait recommencer. Et c'était un grand courant populaire pour le retour du général de Gaulle, au point que le référendum qu'il a proposé pour la 5e République reçoit 80% d'approbation dans les urnes. Oui, voilà. C'est pour dire que les Français avaient le souvenir de leur sauveur. Ah oui, tout à fait. Et donc vous continuez donc sur... Alors, et vous devenez, comment vous devenez dans... Je deviens militant. Vous devenez ministre de la coopération. Longtemps après. Mais je deviens militant de ce qu'il fait. Je peux même dire militant de quoi? De quel mouvement? Militant du mouvement qui le soutenait le plus, c'est-à-dire l'UNR, c'est vieux. Et je peux dire... sans être gêné, que s'il n'y avait pas eu le général de Gaulle, je ne me serais jamais lancé en politique. Vous dites ça parce que vous... Non, c'est pas... Non, je dis ça parce que... C'est la réalité ou vous dites ça parce que vous êtes vraiment à fond dans la culture gaullienne, avec ses principes, avec sa logique? Parce qu'il faut imaginer ce que le message du général à mon pays, à la France, il était visionnaire. Je veux dire par là qu'il sentait les choses des années à l'avance. Quand il dit, le 18 juin, cette guerre, nous pouvons la gagner un jour, parce que c'est une guerre mondiale, alors que la France est écrabouillée par les Allemands. Écrabouillée, ils sont partout. On est battu. 4 ans après, on est à la table des vainqueurs pour signer l'armistice. Lorsqu'il dit en 1900, dès les années 60, qu'il faut que la France se dote d'une énergie qui soit la sienne, se dote d'une industrie aéronautique, se dote d'une industrie dans les communications, dans la téléphonie, dans tout ce qui est les nouvelles technologies d'aujourd'hui qu'on utilise. Hein. À l'époque, on disait, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi faut-il faire des fusées pour aller dans la Lune alors que le chemin n'est pas goudronné? Sauf qu'aujourd'hui, si on n'a pas de fusée, on n'a pas de téléphone. Oui, donc je ne veux pas vous interrompre brutalement, Monsieur le ministre. Vous rappelez ce que le peuple français connaît, et à juste titre, c'est-à-dire que le général de Gaulle était un grand visionnaire par ses réalisations. Tout à fait. Et c'est après coup que les Français se sont aperçus qu'effectivement, c'était un grand Français, pour prendre une expression qui est justifiée, parce que c'est les actes après le départ des nôtres, ou nous-mêmes, qu'on se souvient des travaux qui ont été réalisés. Et par rapport à l'Afrique, puisque c'est vraiment le sujet auquel on est attaché, il avait compris que ces peuples africains ne pourraient pas rester éternellement sous le contrôle de la France, qu'il fallait bien qu'un jour,
ils prennent en main leur destin, comme il disait, c'est-à-dire qu'ils soient indépendants. Oui. Alors les choses vont quand même mal se passer, puisque oui. Il va y avoir plus de temps. Justement, puisque vous m'y amenez, Monsieur le ministre Jean Godefroy, un mot sur la politique de l'Afrique, enfin la coopération France-Afrique en 2013. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut innover, puisque les voix s'élèvent désormais pour dire... Maintenant, il faut arrêter, enfin, il faut détruire la France-Afrique business qui fait des milliers de victimes en Afrique et qu'il faut innover. Attendez, moi j'ai horreur des images, des slogans. Et la France-Afrique, c'est quoi? Ça a bien existé, Monsieur le ministre. Mais heureusement que ça existait. Mais heureusement. Parce que ça a permis des liens personnels entre la France et l'Afrique. Je prends un exemple. Oui, au détriment des Africains, ou bien? Pourquoi au détriment des Africains? Non, mais parce que, bon, on a bien vu que... pardonnez-moi, Monsieur le ministre, vous allez continuer votre développement. Ne perdez surtout pas vos idées. On a bien vu que 50 ans de coopération entre la France, je ne parle même pas des autres Européens, entre la France et l'Afrique francophone, les mêmes problèmes existent, Monsieur le ministre. C'est-à-dire que, par exemple, les problèmes d'eau, les Africains n'ont pas d'eau potable, n'ont pas de route, n'ont pas de où se soigner. Mais enfin, donc, la base essentielle n'a pas fonctionné. Pourtant, cette Afrique-là, cet ensemble de pays africains, avait des coopérants français pour justement se développer. Vous voyez le spectacle de façon complètement négative. Alors moi, je suis un optimiste. Réaliste, j'espère. Réaliste et optimiste. Je veux dire par là que lorsqu'on vaccine des milliers et des milliers d'Africains... et qui crèvent de faim par la suite. Ça fait partie des liens, de la coopération. Quand le coton, dans ce qu'on appelle, devient l'or blanc d'Afrique... Attendez, le coton dans les années 50-60, le coton africain n'était pas très connu. Il n'était pas d'une excellente qualité et conjointement, les Africains et les Français ont amélioré la qualité du coton au point que le coton aujourd'hui du Burkina, du Sénégal, du Mali, du nord de la Côte d'Ivoire, du Tchad est un des meilleurs cotons du monde. Ça s'est pas fait tout seul. Soit Monsieur le ministre, juste d'un mot, vous savez très bien que les choses ont beaucoup évolué. C'est-à-dire en réalité, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire que rien n'a été fait. Il y a eu des réalisations, mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de manques. Et je réitère ma question, Monsieur le ministre, après on va parler tout de suite de votre principale activité. On constate que cette relation, cette coopération, pardonnez-moi, a bien existé. Est-ce que vous convenez qu'il y a eu des ratés et qu'il faut maintenant proposer une autre forme de collaboration, cette fois sur les réalités locales? Tout s'améliore, évidemment. Je ne vous dis pas que la relation entre la France et l'Afrique était parfaite. D'ailleurs, personne ne le croirait. Si je disais tout est bien, personne ne le croirait. Même les jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui, ils vont dire qu'il y a un problème qu'il faut régler. Mais attendez, il y a eu d'immenses réussites. À preuve année, l'espérance de vie en Afrique a augmenté. Et le critère, on ne peut pas la comparer avec l'Europe, mais il y a une évolution. Le critère, il est là. Bon, l'espérance de vie a augmenté. Vous me dites qu'il y a que les routes ne sont pas goudronnées. Mais il y a la famine qui est toujours là, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de... Non, c'est ce que les Africains comprennent, les Camerounais aussi. Mais attendez. Moi, je veux bien qu'on se fasse du tort à soi-même, je veux bien qu'on se plante des couteaux dans la peau. Pour bien se faire mal. Pour se faire mal, mais arrêtez de vous faire mal. Je veux dire, moi, je vais vous parler de tout ce qui marche bien en Afrique. Il y a des universités en Afrique et des écoles que les Africains eux-mêmes ont créées, eux-mêmes. Monsieur le ministre, que pensez-vous de la co-responsabilité, toujours dans le sens après on sort de cette... Je vais vous parler d'un nouvel... Alors ça, vous avez... La co-responsabilité... C'est le mot qu'il fallait employer. Vous l'avez employé, c'est très bien. Alors maintenant, on va parler de ce qu'il faut faire de nouveau. Alors, je suis de ceux qui refusent de dire l'Afrique a tant d'années de retard sur l'Europe. Et j'aimerais que l'on dise, est-ce que l'Europe, dans certains domaines, n'a pas du retard sur l'Afrique? Je vous surprends. Mais c'est ma philosophie. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai dû rapatrier pas mal de jeunes volontaires du Mali et du Niger, il y a 2 ans à peu près, j'ai dû les rapatrier. Et quand j'expliquais au chef d'État, dont le président Issoufou d'ailleurs au Niger, que j'allais
sur ordre du Quai d'Orsay, rapatrier des jeunes volontaires français. J'étais très malheureux de faire ça. C'était la mission qu'on m'avait donnée, mais j'étais malheureux. Et c'est là où j'ai eu l'idée que des jeunes du Niger, par exemple, hein, ça peut être du Cameroun, hein, bien sûr. C'est l'Afrique. pourraient très bien venir nous aider. Et oui, pourquoi pas la coopération Sud-Nord? Pourquoi pas? Alors, des jeunes sont venus, on l'a fait, c'est pas utopique ce que je dis, c'est pas une idée comme ça, c'est pas un rêve, ça a été du vécu. Et avec France Volontaire, qui est une grande association, où se regroupent toutes les associations d'éducation populaire, eh bien nous avons reçu des jeunes Africains, du Niger et du Mali, mais pourquoi pas du Cameroun, je le répète, qui sont venus là où on avait besoin d'eux. Je veux dire que dans les relations sociales... Oui, monsieur le ministre Jacques Godefroy continue à nous parler de France Volontaire. Oui, voilà. Ça veut dire quoi, France les Africains connaissent tous les volontaires du progrès. C'est une association, c'est une organisation non gouvernementale. C'est une plateforme. C'est une plateforme qui regroupe toutes les associations d'éducation populaire françaises. Et nous avons reçu... Qui est à l'origine, c'est une association connue par la communauté européenne, une organisation non gouvernementale. Même on sort d'une réunion à Paris de tout le volontariat mondial. Et il y avait le délégué des Nations Unies qui nous reconnaît pleinement. Donc, ces jeunes, alors j'en reviens à ces jeunes Africains qui sont venus en France, ils nous ont été fort utiles, ils nous ont même appris des choses dans les relations sociales, pour l'action auprès des personnes âgées, pour les relations familiales, etc. Je veux dire par là que la nouvelle coopération entre la France et l'Afrique, c'est pas une coopération de celui qui donne et de celui qui reçoit, c'est une coopération qui est conjointe et partenariale. Une co-responsabilité. Absolument. Alors quel rôle, monsieur le ministre Jacques Godefroy, vous jouez dans cette... Dans France Volontaire. Comment Oui, ben, j'en suis le président. Oui, parlez-nous un peu plus, parce que les Africains et les Camerounais en particulier qui vont vous regarder et vous entendre veulent bien savoir, avoir une information assez spécifique sur cette association ou cette organisation non gouvernementale. Alors vous êtes président, créé par qui, dirigé par qui, financé par qui? Ce sont les anciens volontaires du progrès qui, il y a à peu près 5 ou 6 ans, ont reçu une nouvelle mission de la part du gouvernement français, c'est d'harmoniser, de regrouper, mais tout en respectant les identités, toutes ces associations d'éducation populaire, les scouts, les foyers Léo Lagrange, les Francs et Franches Camarades, la délégation catholique à la coopération, bref, toute une palette. Tout ça dans une organisation non gouvernementale. Oui, mais ils ne sont pas fusionnés, je veux dire, chacun garde sa personnalité. Mais il y a des liens. Ah oui, oui. Et quand on a, nous, des jeunes de bonne qualité, qui nous disent... quoi de bonne qualité, monsieur le ministre? C'est-à-dire qu'ils formés sont pas... qui d'abord sont formés, ils savent de quoi ils parlent, mais qui en plus comprennent le terrain. On n'a pas envie d'utopie. On a envie de faire voir... Qui connaissent, qui sont prêts à y aller. Qui sont prêts à y aller, être sur le terrain. Et que là-bas, en Afrique, il y a des collectivités locales. Vous savez que l'Afrique, maintenant, se dote de communes, de départements, de régions, qui expriment des besoins. Que l'on a des associations africaines. Il y a beaucoup d'associations maintenant en Afrique. Ça a beaucoup changé. Qui nous disent, bien là, tiens, je prends l'exemple du quartier d'une ville, qui existe, qui s'est tourné vers nous pour nous dire on aimerait créer un marché. Bon. On a regardé dans nos rangs si on avait un jeune volontaire français, plutôt architecte ou technicien, et on l'a mis à disposition. Qui peut faire quoi? Qui peut construire, il peut coordonner les travaux. La construction d'un marché avec il peut proposer, qui va avec. Voilà, il peut proposer les plans, le suivi des travaux, etc. De même, vous parliez d'eau tout à l'heure. C'est vrai qu'en matière d'eau courante, parce que la lutte contre le choléra, c'est l'eau courante, hein, c'est pas obligatoirement des médicaments. Bon, voilà. Nous luttons aussi alors contre un fléau qui touche l'Afrique, c'est les faux médicaments qu'il faut dénoncer courageusement, parce que ces faux médicaments, qu'on appelle les médicaments de trottoir, qui sont vendus pas cher du tout, non seulement ils ne font rien, mais ils tuent. Cette façon de faire entrer massivement les faux médicaments était due au laxisme des dirigeants. Ça, vous avez entendu parler. Des douanes. Ils ont signé, les dirigeants ont signé une charte contre les faux médicaments. Il n'y a pas de problème. Mais il faut surveiller les conteneurs, il faut surveiller tout ce qui se passe
en intra-africain, hein, déjà, de pays à pays. Bon, voilà. Mais avec l'aide européenne, parce que contrôler un médicament, évidemment, il y a un côté technique, scientifique, oui, alors, mais en bien plus, je veux dire. Il y a aussi la volonté politique. Eh bien, finalement. Si vous allez à Cotonou, il y a eu le financement d'un laboratoire d'analyse des médicaments pour que ceux que l'on voit arriver dans les pharmacies, etc., soient contrôlés. Ça a été fait avec la coopération française, ça existe. Monsieur le ministre Jacques Godefroy, vous parlez tout à l'heure de votre... continuez à nous parler de votre association, de votre organisation non gouvernementale. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, où il y a déjà des associations, on peut citer quelques-unes, ou même des fondations comme la fondation Chantal Biya. Et qu'est-ce que vous voyez faire avec ce type d'organisation non gouvernementale ou même d'autres associations? Moi, j'encourage, si vous voulez, vous avez raison de poser la question, j'encourage les dirigeants de ces associations ou les maires des villages. Oui, bien sûr. De prendre la tâche, par exemple, de l'ambassade de France. Et puis à l'ambassade de France, on regardera comment on peut faire des actions conjointes. Mais je dis bien à parité. Et vous ne proposez pas, par exemple, vous allez très bien aller dans une association, vous leur dites, voilà, nous, on a vu votre... C'est-à-dire, pour préciser ma question, monsieur le ministre Jacques Godefroy, est-ce que c'est les associations africaines qui doivent faire la demande vers vous ou vice-versa? Qui viennent sur notre site, France Volontaire. France Volontaire. France Volontaire. Ils pianotent sur leur clavier France Volontaire et ils verront ce que nous faisons et toute notre ramification d'associations. Mais en même temps, ce n'est pas un don du ciel. Ça veut dire que chacun y met sa part. Voilà. Oui, c'est ça, la co-responsabilité. Absolument. Donc, mais ça fait, c'est-à-dire que vous trouvez déjà une association qui existe, qui a déjà sa structure, son fonctionnement. Et votre apport, c'est à quel niveau? Humain, surtout humain. C'est-à-dire, on a vraiment des déjeuners patents qui viennent et qui deviennent très vite attachés au pays où ils sont. Et ces jeunes-là vont former, les jeunes Européens ou Français vont former les jeunes si les besoins, du Bénin, ils en forment, du Cameroun, du Sénégal. Tout à fait. Si c'est utile, ils en forment, mais ils font des projets conjoints. Je veux dire, il faut sortir et vous le faites heureusement, il faut sortir de cette idée qu'on vient tout apporter. Surtout pas. Il faut vraiment, cette fois, une co-responsabilité, mais concrète, pratique. Bien sûr. Et vos exemples dans ce domaine, est-ce qu'ils existent ou bien vous êtes au début ou en tout cas... Non, ça existe fortement. Par exemple, sur l'état de droit, sur la mise en place des élections, d'ailleurs votre ouvrage porte bien... Oui, que vous avez préfacé, qu'on peut bien montrer. N'ayez pas peur de montrer, vous avez préfacé, monsieur le ministre, la démocratie, en attendant la démocratie africaine, c'est-à-dire en même temps, il faut qu'on travaille quand même. L'état de droit, la liberté d'expression, les échanges humains, nos jeunes savent aussi pratiquer cela. C'est important parce qu'il n'y a pas de développement sans dialogue social. Monsieur le ministre Jacques Godefroy, en Afrique, votre organisation non gouvernementale que vous nommez France Volontaire, issue des volontaires du progrès. Ça dira beaucoup à beaucoup d'Africains. C'est bien dit. Et aujourd'hui, ils existent où? D'abord en Afrique francophone, bien sûr. Quel pays, monsieur le ministre? Tchad, par exemple, au Cameroun, au Gabon, partout. En Côte d'Ivoire, au Sénégal. Là, je pars prochainement. Mais on s'étend. Le Ghana nous a demandé d'apporter notre savoir-faire. Le Ghana. Donc les anglophones commencent à se tourner vers nous parce qu'ils ont compris notre système de pensée qui est un système paritaire d'action. Je le redis, nous ne venons pas tout apporter, chacun doit apporter sa part. Et on a eu à échanger sur cette idée de l'implantation de France Volontaire partout en Afrique francophone,
vous indiquiez que bientôt, ça va être le tour du Cameroun. Vous y allez quand, monsieur le ministre Jean Godefroy? Quand je serai invité. Quand je serai invité. C'est pas à vous de faire la démarche pour dire, voilà, je viens voir... Non, moi je ne m'invite pas. Mais on a des jeunes épatants, alors je n'ai pas les exemples immédiatement en tête, mais je connais beaucoup de jeunes Français qui sont au Cameroun et qui pendant 2 ans à peu près, c'est la moyenne de la mission qu'ils ont, pendant 2 ans font du très bon travail avec les populations, toujours. Et vous êtes toujours optimiste que ce type d'organisation a sa place dans le monde tel qu'il va, c'est-à-dire une société mal fichue et en crise? Mais toutes les sociétés du monde sont en crise parce que le monde change tout le temps. Le monde bouge. Attendez, est-ce qu'il y a 10 ans, vous m'auriez téléphoné sur un portable? Non. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous auriez réagi à un événement immédiatement, comme aujourd'hui on réagit immédiatement à un événement? Non. Le monde bouge, il faut en avoir conscience. La crise, c'est le changement. Il faut s'adapter à la crise, s'adapter au changement. Votre espoir pour d'abord votre organisation non gouvernementale, mon espoir, et l'Afrique, et avec l'Afrique. Je veux dire, on va avoir un énorme défi à relever, africains et français, européens, ensemble. C'est que demain, les mouvements démographiques en Europe seront d'immenses métropoles, on le voit déjà, mais en Afrique, ce sera une bande côtière surpeuplée, 1 milliard d'habitants au total, l'Afrique, demain, dans 10 ans. 1 milliard d'habitants, dont 80% seront sur une bande côtière. Comment va-t-elle se nourrir? Comment va-t-elle se nourrir? Parce qu'il va y avoir des déplacements spontanés de population de l'intérieur des terres vers la bande côtière. Donc le savoir-faire agricole, de production agricole, va se perdre. Les gens sur la côte ne pourront pas trouver les terrains pour nourrir les autres. Et il va se poser un énorme problème. Et au même moment, des puissances souvent venues d'Extrême-Orient vont en profiter pour racheter les terres à l'intérieur et faire travailler les Africains dans d'autres conditions que celles dans lesquelles ils ont toujours vécu. C'est un immense défi. Comment nourrir dans 10 ans cette bande qui sera au bord de la mer? Et vous vous inscrivez dans l'optimisme ou dans le pessimisme? Si on sait faire ensemble, Africains et Européens, on peut relever ce défi. On peut le faire. Oui, on peut relever, et vous y croyez vraiment? Toujours, toujours. Sinon, que ferions-nous sur Terre? La vocation de tout être humain, c'est de laisser plus en quittant la Terre un jour qu'il n'a trouvé en arrivant. Si on commence à se dire « je n'y arriverai pas », il vaut mieux se coucher par terre et attendre la mort. Monsieur le ministre, merci. Manège du savoir international, c'est fini pour aujourd'hui. Monsieur Jacques Godefroy, ancien ministre de la coopération française, était bien notre invité. Présentation Mathieu Mbarga-Abega, réalisation Martin Kay, une production de la CIR TV avec la collaboration de MT, production de Madame Fleur Deveau à Paris. Au revoir et à bientôt.